un petit éditeur indépendant à Paris, a décidé de soutenir le travail remarquable de Charles. Contrairement à ce que j'ai lu, il y avait marqué « Tout le monde voit les massacres à l'est du Congo ». Alors je peux vous dire une chose, c'est qu'en France, personne ne voit rien. Rien. Rien du tout. Pas un mot en France sur les horreurs que vos frères et sœurs de l'Est vivent. Alors quand j'ai lu que des citoyens congolais étaient enterrés vivants, que des femmes étaient violées en masse, que des hommes étaient découpés à la machette, quand j'ai lu ça, je me suis dit, moi, petit éditeur français, il faut faire connaître un petit peu ce drame en France. C'est la raison pour laquelle je publie les travaux de Charles Onana. Maintenant, je suis ravi. Maintenant, la meilleure chose qui arrive, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je remercie Monsieur le Recteur pour cette invitation. Je suis ravi que Charles puisse enfin, devant vous, Congolais, Congolaises, délivrer les résultats de ses recherches. 30 ans de travail, c'est pour vous. De la défense nationale, de la défense de la souveraineté du Congo, et je pense que je mettrai l'eau et la fraîcheur qui va permettre aux Congolais de se mobiliser et de défendre définitivement ce pays. Comment on dit? Ezali Kamboya. Je remercie tous les officiels qui m'ont fait l'honneur, nous ont fait l'honneur de se déplacer. Je remercie évidemment le corps diplomatique ici présent. Je remercie évidemment monsieur le recteur de l'université qui a mouillé sa chemise pour que cet événement puisse avoir lieu. Je pense qu'il faut vraiment l'applaudir. Évidemment, il y avait derrière le recteur des mains de mes confrères et amis enseignants-chercheurs qui ont fait le maximum et qui soutiennent ce travail depuis la sortie du livre. Vraiment, il faut les applaudir très fort. Et puis, je suis surtout ravi de voir cet amphi comble, les étudiants qui n'ont cessé de me soutenir et de me demander de venir à Kinshasa. Donc, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un que je ne peux pas ne pas remercier, même si certains savent déjà que c'est mon ami, mais il y a quelque chose qui nous lie depuis de très nombreuses années, c'est de travailler en quelque sorte dans la solitude et je dirais une certaine forme d'indifférence. Il a beaucoup travaillé dans ce pays, il a prêché autant que faire se peut la bonne parole, comme on dit, Monseigneur me comprendra, dans l'intention tout simplement de sensibiliser le peuple congolais à la question de la lutte contre la balkanisation. Il a perdu son emploi à la télévision nationale, un journaliste chevronné, reconnu, respecté, et je dirais incorruptible, et ça c'est très rare en Afrique et dans ce pays. Quelqu'un qui a également perdu son deuxième emploi au journal Le Potentiel, simplement parce qu'il défend son pays et il veut sensibiliser son peuple à comprendre le drame que vit le Congo. Vous avez compris que j'ai nommé M. Freddy Mulumba.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on est à l'université et qu'il est toujours important d'expliquer et de partir de d'où on parle, de savoir d'où on parle, je tiens simplement à vous dire que je suis rentré dans le dossier de la région des Grands Lacs, je dirais par la grande porte. Je n'avais aucun préjugé sur cette région que je ne connaissais vraiment pas. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est le fait que 2 chefs d'État soient tués le 6 avril 1994 au Rwanda à côté, et personne n'avait rien à dire là-dessus. C'est comme ça que je suis rentré dans ce dossier. Et quand j'ai publié ce livre, je reviendrai là-dessus, c'était avec un ami Tutsi qui est aujourd'hui en prison à Kigali, qui s'appelle Théo Moucheni. Un rescapé Tutsi de 1994, pour qui aujourd'hui encore j'ai beaucoup de peine et une larme à l'œil. Et tous ceux qui ont essayé de me faire le procès, je dirais, comme on dit en africain, sorcellerie sur M. Nana, anti-Tutsi, etc. Ben, je ne les ai jamais entendus parler de Théo Moucheni. Et je vous demande, vous Congolais, aujourd'hui, parce que ce garçon, il a été emprisonné parce qu'il était en désaccord avec ce qui se passait dans votre pays. Si vos applaudissements peuvent faire chaud au cœur à mon ami Théo Moucheni, je crois que si du fond de sa prison, il entend ces applaudissements, on aura déjà fait beaucoup de bruit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette région? J'ai voulu commencer cette affaire par, vous voyez, une réflexion, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop était un grand physicien, chimiste, parce qu'il a fait ses études à Paris. Il a été combattu parce qu'il voulait revisiter et surtout revoir l'histoire africaine telle qu'elle était racontée. Il a été combattu avec une férocité incroyable, alors qu'il était question d'un débat intellectuel et d'une confrontation intellectuelle. Une confrontation qui ne doit pas amener à haïr quelqu'un, à le détester. Et j'ai pensé que cette réflexion était importante parce que ce dont il est question dans cette région, c'est la recherche de la vérité. Moi, je ne suis pas là en tant que grand prêtre Manitou Gourou qui dit je sais tout, j'ai tout compris, je suis le savant. Non. Vous savez que ce qui est cher à tous les chercheurs, c'est d'abord l'humilité. Et Socrate disait, je sais une chose, que je ne sais rien, pour les philosophes, notamment mon cher ami, le professeur qui a présenté tout à l'heure, on sait tous que quand vous partez de l'idée que vous ne savez pas, vous faites le maximum d'efforts pour savoir. Et en général, lorsque vous cherchez longtemps, vous trouvez. Et quand je trouve en général, ce que je trouve les dérange. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques années, j'ai eu des entretiens avec le colonel Luc Marshall. Pour vous dire brièvement, c'était le commandant des casques bleus des Nations Unies au Rwanda en 1993-1994, c'est-à-dire qu'il était venu avant les événements. Et le colonel Luc Marshall connaît très bien le Congo parce que c'est un officier belge. Il a commandé les troupes des Nations Unies au Rwanda en 1994, c'est-à-dire qu'il était chargé de ce qu'on appelait le secteur Kigali. Et le secteur Kigali, c'était quoi? C'est que tout ce qui se passait sur le plan strictement militaire, entre les deux belligérants, le gouvernement Hutu et la rébellion Tutsi de Paul Kagame, c'était le colonel Marshall qui contrôlait les armes des deux parties. Il m'a fait beaucoup de confidences, il m'a raconté beaucoup de choses pendant de nombreuses années. Et j'ai essayé
de comprendre dans la logique de ce que je trouvais, venir régulièrement faire des discussions avec lui et j'ai approfondi mes connaissances en échangeant avec lui. Pour la petite histoire, il a été, lorsque j'ai soutenu ma thèse doctorat à l'Université de Lyon 3, il avait été invité comme membre du jury, comme expert des Nations Unies pour ce que j'étais en train de démontrer. Je voudrais donc, il y a quelques années, avec l'aide de mon éditeur, j'ai voulu faire une émission avec lui, parce que vous savez très bien que il y a certains acteurs de l'histoire, si on n'a pas la chance de recueillir et de garder leurs témoignages, eh bien lorsqu'ils disparaissent, eh bien, une grande partie de leur expertise nous échappe s'ils n'ont pas écrit. Donc j'ai voulu garder le témoignage de Luc Marchal et je voudrais qu'on l'écoute avant que je commence mon exposé. On décidait de se taire. Vous avez tous vu, lorsque la guerre avait éclaté, lorsque Saddam Hussein avait envahi le Koweït dans les années 90, la première chose qui a été déclenchée au niveau de la communauté internationale, c'était ce qu'ils ont appelé, les Américains ont appelé tempête du désert, c'est-à-dire une mobilisation extrêmement féroce, forte, contre l'Irak. Il y a eu des bombardements en Irak parce qu'on considérait que l'Irak avait violé le droit international, avait violé la souveraineté de l'État du Koweït. Et il se trouve que la même configuration s'est produite il n'y a pas très longtemps par rapport à la Russie, avec la question de l'Ukraine, même si c'est très complexe ce dossier-là, et que généralement, à la fin, c'était tout simplement qu'il avait participé à une réunion de l'OTAN en 1992, et lors de cette réunion de l'OTAN, il avait été question après la chute du mur de Berlin, pour les États-Unis de prendre pied en Afrique centrale. Et parmi les pays qui étaient concernés dans cette réunion stratégique en 1992, figurait très bien le Congo, le Kinshasa en bonne place. Donc, je me suis donc posé la question de savoir si, effectivement, le Congo était une cible de l'OTAN et des États-Unis. Alors, pour savoir si le Congo est une cible de l'OTAN ou des États-Unis, j'ai pensé qu'il fallait d'abord revenir sur le Rwanda. Parce que les malheurs, une grande partie des malheurs du Congo viennent du Rwanda. Et si vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe au Rwanda, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au Congo. C'est bien fait. Ça, c'est un travail de réflexion stratégique. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, par le flux et hasard. Et donc, qu'est-ce qui se passe donc au Rwanda? Donc, je reviens sur la déstabilisation du Rwanda. Alors, pour beaucoup de gens dans la salle, le nom de Roger Winter vous est complètement étranger. C'est quelqu'un que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, certainement. Bon, ce Roger Winter a organisé en 1988 aux États-Unis une conférence sur le déclenchement de la lutte armée au Rwanda pour le retour des exilés Tutsis. Avec un professeur rwandais, d'origine rwandaise, Tutsi lui aussi, qui s'appelait Alexandre Kamini. Et donc, cette réunion est une réunion fondamentale dans ce qui va se passer au Rwanda en 1990. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que l'armée patriotique rwandaise qui a été créée par Paul Kagame était un acteur important de cette action. L'APR, l'armée patriotique rwandaise, attaque le Rwanda à partir de l'Ouganda. Évidemment, c'est à la suite d'une rencontre que le président Habyarimana aux États-Unis, dans le cadre de l'UNICEF, et le président Habyarimana avait demandé à Museveni, j'espère que vous n'allez pas abriter des rebelles qui vont attaquer mon pays. Monsieur Museveni lui a juré la main sur le cœur que lui, il ne participe pas à ce genre de choses et qu'il ne laissera pas faire ce genre de choses. Hélas, le 1er octobre 1990, le Rwanda a été attaqué. Les troupes venaient des États-Unis, de l'Ouganda. Paul Kagame, qui était en formation aux États-Unis à Fort Leonard Wood, aux États-Unis, et qui était une structure gérée par le Pentagone, nationale qui a été faite par Madame Alison Desforges, qui est américaine. Donc, il y a eu aussi, j'ai d'autres éléments pour étayer cela, évidemment, les communiqués du FPR. Alors, deuxième point qui est important à faire souligner, c'est que Paul Kagame, pendant toute cette période-là, de 1990 en 1993, des discussions seront organisées. Instigation de la France, notamment par le président François Mitterrand,
ce qu'on a appelé les accords d'Arusha pour que les Rwandais, Hutus et Tutsis puissent travailler ensemble, gouverner leur pays ensemble, pour que finalement prenne fin cette guerre séculaire qui les anime, qui a débouché à la guerre de 1959 que vous connaissez, où le Congo a été très accueillant pour accueillir les Tutsis qui ont fui le pays dirigé par la monarchie, parce que la monarchie était tombée. Les Congolais les ont accueillis chaleureusement, ont nourri beaucoup, certains ont même eu des bourses, au détriment parfois des Congolais brillants, et ils ont été bien traités dans ce pays. Alors, donc Paul Kagame va donc renoncer à tout cela pour faire la guerre. Parce que lui, alors, il décidait de faire la guerre, ce n'était pas de faire la paix. Pourquoi? Parce que faire la paix pour eux signifiait ne pas prendre la totalité du pouvoir au Rwanda. Et ce que l'armée patriotique rwandaise, donc qui était essentiellement composée de Tutsis, même s'il y a quelques Hutus de service, comme les Hutus eux-mêmes disent, que nous on nous a considérés comme des Hutus de service, eh bien beaucoup, ils étaient en quelque sorte sous le commandement des Tutsis dont Paul Kagame avait la direction. Alors, et je vous demande aussi là de faire très attention. Parce que lorsque cette mobilisation est faite pour les accords d'Arusha, c'est pour faire la paix, vous vous souvenez que ça fait longtemps qu'on demande aux Congolais de discuter, de faire la paix, de faire des négociations, etc. Eh bien, Paul Kagame avait deux agendas. Il y avait l'agenda qui consistait à donner l'impression qu'il négocie, et il y avait l'agenda qui était de faire la guerre, où à chaque fois, ils avançaient leur pion sur le plan militaire, pendant que les partis adverses, c'est-à-dire la partie gouvernementale, étaient affaiblis militairement. Et j'ai eu toutes les confirmations avec les documents de la mission des Nations Unies au Rwanda pendant ces événements. Le colonel Marshall qui commandait, comme je vous ai dit, les deux partis qui a fait commander la mission des Nations Unies et qui a produit les documents des deux partis, m'a montré des éléments qui attestaient effectivement que Paul Kagame, lui, il avait un agenda qui n'était pas l'agenda diplomatique, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on disait dans les médias. Donc il faut que les Congolais aient ça en tête, en sachant que vous pouvez négocier avec Kagame tout ce que vous voulez, mais lui, si son objectif c'est de prendre le Kivu, il le prendra que vous vouliez ou non, et vous pouvez signer tous les accords que vous voulez avec lui, il ne les respectera jamais, comme il l'a déjà fait en 1980. Donc, on arrive donc à un élément central qui est important. C'est-à-dire qu'au moment même où les accords d'Arusha sont signés, verrouillés en 1993, où il est question d'un partage de pouvoir entre Hutus et Tutsis, et surtout où le FPR a eu toutes les concessions possibles. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés, les Tutsis étaient 14% au Rwanda avant les événements tragiques de 1914, et les Hutus 80%. Donc ils sont arrivés à demander à avoir dans l'armée 50% de place dans l'armée gouvernementale. Les officiers Hutus ont protesté en disant qu'en proportion du nombre, il y avait un problème. La communauté internationale dit non, c'est pas grave, acceptez pour la paix, etc. Ils ont accepté. 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu. Le président Mobutu du Zaïre était supposé d'être de voyage, mais il avait été il lui a été recommandé par les services d'enseignement congolais de participer à cette mission, dont le ancien ministre de la Défense, conseiller spécial du président Mobutu, M. Noé Rwanda, m'avait expliqué en détail ce qui s'était passé parce qu'il était parmi les personnes qui avaient préparé le voyage. C'est ainsi donc que je décide de publier mon premier livre sur l'attentat, parce que je constate que personne ne peut parler de l'attentat, on parle du génocide, etc. C'est très bien. Mais le chef d'État, dans l'avion, le président du Burundi et le président du Rwanda, il mérite quand même qu'on regarde ce qui se passe. J'obtiens de nombreux documents et je publie mon livre, mon premier livre sur l'attentat en 2002. Vous voyez, à l'époque j'étais jeune encore, j'avais un peu de cheveux encore sur la tête. Et le livre intitulé Les secrets du génocide rwandais, que je coécris avec mon ami Deo Mouchaïdi, le petit. À l'époque, ce Deo Mouchaïdi était le représentant du FPR, c'est-à-dire le mouvement de Paul Kagame, en Suisse. Eh bien, je
je suis attaqué par l'État rwandais et par le président Paul Kagame en personne, avec un gros cabinet d'avocats belges dans le dos et un cabinet d'avocats français. Bon, Maître Vergès voulait me défendre à l'époque, j'ai refusé. Il était passé par le professeur Bernard Debré, mais il dit qu'il voulait me défendre bénévolement. J'ai dit non, je ne suis pas là pour faire l'esbrouf. Mon objectif, ce n'est pas de passer devant les caméras en disant « Monsieur Onana est défendu par Maître Vergès, ça ne m'intéresse pas, je veux gagner mon procès ». Et je décide donc de prendre un petit avocat togolais qui était secrétaire de la conférence à Paris. On monte le dossier, on prépare, fournit 4000 documents de preuve et j'ai parmi mes témoins le colonel Marshall qui était le commandant de la force des Nations Unies au Rwanda. 2 jours avant la tenue du procès, Paul Kagame et son avocat envoient une lettre de désistement et de l'État rwandais et de Paul Kagame lui-même. Mon avocat est content, il se dit qu'on a gagné, mais moi je suis mécontent. Et mon avocat ne comprend pas pourquoi, quand un chef d'État abandonne une poursuite contre vous, vous êtes fier. Moi, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas pu prouver que, eh bien, les 2 chefs d'État qui ont été tués par les troupes de Kagame. Il n'y a pas eu de débat judiciaire. Alors, évidemment, je décide donc de continuer mon travail. Et là, je deviens l'ennemi public numéro 1 du Rwanda. Eh bien, je décide donc je passe... en 2005, j'ai publié un autre livre qui n'est pas là parce que j'aime pas étaler tout ce que je fais. J'ai publié un deuxième livre sur le tribunal pénal international pour savoir pourquoi le tribunal pénal international ne travaille pas sur ce dossier. Je vous rappelle qu'une résolution des Nations Unies qui a à l'origine de la création du tribunal pénal international avait stipulé que le tribunal avait vocation à poursuivre, à mener des enquêtes sur tous les crimes, je dis bien, tous les crimes qui avaient été commis au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994 avec les pays voisins. Vous comprenez bien que le Congo était concerné par la résolution du Conseil de sécurité concernant les procès du tribunal pénal international. Comme vous le savez, le tribunal pénal international n'a jamais mené une enquête sur le Congo pendant ces procès. Deuxième élément, le procureur a décidé de retirer la date du 6 avril du calendrier puisque aucune personnalité n'a été poursuivie pour l'affaire de l'attentat. Pourtant, dans tous les actes d'accusation du tribunal, l'attentat était considéré comme l'événement déclencheur du génocide. Question de logique intellectuelle, puisqu'on est en science ici, comment pouvez-vous poursuivre les auteurs du génocide sans chercher à poursuivre ceux qui sont à la cause du génocide? Évidemment, on n'a jamais eu de réponse. J'ai eu à rencontrer personnellement tous les acteurs, enfin une grande partie des enquêteurs du tribunal international, notamment M. Michael Reagan, qui était un avocat australien qui travaillait pour le bureau du procureur, qui m'a expliqué effectivement que le procureur, Mme Bizarre, qui était une Canadienne, était d'accord de recevoir ces éléments qu'il avait pu recueillir, mais lorsqu'il a expliqué que ce sont les membres du FPR qui lui ont expliqué comment ils ont abattu l'avion du président, Mme Bizarro a changé de position en disant que ses propres enquêteurs n'étaient pas crédibles. Alors, quand Mme Bizarro a quitté le tribunal pénal international, elle a avoué finalement que Paul Kagame avait exercé une grande pression sur le tribunal pour que ça ne se fasse pas. Deuxième élément important, c'est qu'en 2005, je décide donc, pendant que je fais donc ce travail, je vais rencontrer à La Haye le procureur Carla Del Ponte. Alors le procureur Carla Del Ponte, que vous connaissez, femme courageuse, qui a travaillé sur beaucoup de dossiers concernant les narcotrafiquants, etc., me reçoit dans son bureau à La Haye. Et je viens avec mon petit magnétophone en demandant, bon, pas très sûr de moi, en disant, en général, à ce niveau, on ne va pas accepter que vous enregistrez. Je demande au procureur Carla Del Ponte si je peux enregistrer nos échanges. Elle me dit, Monsieur Nana, je vous connais, j'ai lu vos travaux, je vous autorise à enregistrer tout ce que je vais dire. Et c'est là que pour la première fois, elle me confie que Paul Kagame s'est opposé à ce qu'elle mène des investigations contre les éléments d'outils de l'armée patriotique rwandaise qui avaient commis des crimes
au Congo, au Rwanda pendant cette période. Et elle m'a dit qu'elle avait identifié entre 6 et 9 fosses communes dans lesquelles il y avait de nombreux massacres, de nombreux morts, et que le tribunal avait ouvert des enquêtes spéciales là-dessus. Et quand il y a un élément important que je vais souligner avant de passer, c'est qu'il y a un enquêteur américain, M. Gersony, qui avait mené des enquêtes et qui est arrivé à la conclusion que le FPR avait commis, le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame, l'armée patriotique de Paul Kagame avait commis un génocide. Et quand la députée a demandé si elle pouvait, aux Nations Unies, si elle pouvait avoir M. Gersony, l'enquête de M. Gersony, on lui a dit qu'il n'y avait pas d'enquête de M. Gersony. Bon, elle a cherché à entrer en contact avec M. Gersony. Il dit, mais est-ce que vous avez fait un travail d'investigation sur les crimes de la période? Bien entendu, j'ai une copie de mon enquête, mais je ne peux pas vous donner cette enquête si vous n'avez pas, si le tribunal pénal international ne donne pas l'autorisation. Eh bien, le tribunal pénal international, des Nations Unies, et elle a saisi le secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, qui lui a dit, il n'y aura pas de rapport Gersony dans les dossiers du tribunal pénal international. Quelque temps après, Mme Carla Del Ponte était évincée de son poste de procureur. Alors, mon deuxième livre que j'ai publié il n'y a pas longtemps, sur Enquête sur un attentat, qui reprenait en fait toutes les enquêtes internationales qui ont été faites sur cette affaire. Parce que la justice française a abouti à non-lieu, ça je peux revenir dans les débats si vous voulez. J'ai essayé de montrer comment différentes enquêtes étaient faites en France, à New York, l'auditorat militaire belge et en Espagne. Ils sont tous aboutis à la conclusion que ce sont les troupes de Kagame qui ont abattu l'avion. Mais finalement, en France, on a décidé qu'il y avait non affaire classique. Alors, moi, depuis mon premier livre, je fais un lien entre les événements du Rwanda et les événements du Congo. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsque j'ai publié mon livre en 2002, beaucoup d'amis congolais me disaient, mais on ne comprend pas très bien ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il fait là? Vous parlez de l'enquête sur l'attentat et puis vous mettez le Congo, qui était intitulé Kagame et la guerre des diamants au Congo. À l'époque, on ne parlait pas du Coltan. Mais parce que j'étais en contact avec l'envoyé, une amie à moi, qui était l'envoyé spécial du président Clinton, Mme Cynthia Makini, que certains Congolais connaissent bien, parce qu'elle a suivi, elle était venue ici lorsque M. Bill Richardson avait donné l'ultimatum au président Mobutu de quitter le pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on arrive au deuxième point, qui est le plus important pour vous, mais c'est important que vous ayez l'autre partie en tête parce que vous allez voir comment les choses se recoupent et comment elles vous amènent à être paralysés. Qu'est-ce que je découvre dans les archives de l'Élysée? Je me rends compte qu'en fait, pour comprendre la déstabilisation du Congo, il faut faire beaucoup de recherches. Et moi, ce que je veux faire à ce moment-là, c'est pas de relire simplement les travaux des chercheurs, c'est pas d'écouter certains spécialistes qu'on dit du Congo en Occident, etc. Moi, je veux mettre la main sur les centres de décision, là où on décide de la politique étrangère de l'Occident et en particulier sur les affaires du Congo. Et je vais avoir accès, bien sûr, à certains documents du Pentagone, grâce à mon ami Cynthia Makini, et à d'autres amis aux États-Unis que je connais très bien, dont je ne révélerai pas l'identité ici, parce que certains sont encore en fonction, bien entendu. Et j'ai la chance d'avoir les archives de l'Élysée. À l'époque, les gens en France, certains dans les milieux politiques, savaient que j'étais quelqu'un de très, je dirais, de correct. Surtout, je n'avais pas de conflit d'intérêt au Congo, ni au Rwanda. C'est-à-dire que j'ai pas de femme rwandaise, j'ai pas de femme congolaise, j'ai pas d'hirondelle, j'ai pas des problèmes des participations dans les mines au Congo, donc je ne finance pas une partie du café ou du thé au Rwanda, donc on ne me trouvera aucun conflit d'intérêt là-bas. Donc, j'ai accès aux archives de l'Élysée. Et je voudrais vous lire quelques extraits qui me paraissent très importants pour comprendre comment votre pays va rentrer dans la spirale de l'enfer. Alors, une note qui est adressée au président Mitterrand le 17 février 1993, c'est une note de son conseiller chargé des questions africaines, M. Bruno Delay,
qui écrit ceci au président Mitterrand. Zaïre, pression sur le président Mobutu. Les Américains ont, j'ouvre les guillemets, les Américains ont, à titre indicatif, dressé une liste de sanctions qui pourraient être prises à l'encontre du maréchal et de ses proches dans les domaines économiques, par exemple, interdiction d'accès aux comptes de l'État zaïrois, par le président de la République en exercice, évidemment, dans les banques européennes et américaines. Saisis-les bien. C'est la fin de la parenthèse. Politique, non-reconnaissance sur le plan politique, non-reconnaissance de Mobutu comme chef de l'État s'il est destitué par le Haut Conseil de la République, soumission du problème zaïrois aux Nations Unies, rappel des ambassadeurs en poste à Kinshasa, pas rappel de l'ambassadeur américain, mais rappel des ambassadeurs à Kinshasa, et limitation ou refus de visa de l'entourage du président. C'est un président qui est en exercice et qui a été soutenu pendant 32 ans par les Américains, par les États-Unis. Deuxième point, c'est toujours la note, il dit, dans cette affaire, il faut bien voir que nous, les Français, ne poursuivons pas tout à fait le même objectif que les Belges ou même les Américains. Un, les Belges veulent ouvertement régler leur compte à Mobutu. Donc on n'est pas là dans des affaires d'État, machin, on veut régler des comptes personnels à quelqu'un. Bon, c'est écrit. Les Américains affichent une ligne agressive, mais sont des pragmatiques, soucieux avant tout de leurs intérêts. Il n'est pas exclu qu'ils parviennent à un arrangement avec Mobutu. Et du côté de la France, le problème du Zaïre n'est pas seulement Mobutu, mais le système Mobutu, pillage du pays, corruption généralisée, gestion catastrophique d'un pays pourtant doté de ressources extraordinaires, dont le PNB par habitant est maintenant au niveau d'Haïti. Ne pas choisir, et ça c'est la suggestion du conseiller, du président Mitterrand, ne pas choisir une logique de confrontation, mais celle d'une transition en douceur qui permette une marginalisation progressive de Mobutu et l'émergence d'une nouvelle génération de cadres zaïrois qui existe et qui peut sortir le pays du vieux dilemme Mobutu ou le chaos. Donc, vous allez voir ces éléments, évidemment, sont précisés dans cette note que j'ai. La note donc, le président Mitterrand dit oui, il est d'accord avec cette position. Nous sommes en février 1993. Paul Kagame est en train de mener des actions militaires au Rwanda pour prendre le Rwanda, et les Américains sont déjà en train de faire pression sur le président Mobutu pour qu'il quitte le pouvoir. Et Washington dresse donc une liste de sanctions. Je vous en ai cité quelques-unes là tout à l'heure, pour faire partir le président du Zaïre. Donc, avant la chute du président Habyarimana, l'attentat 1994, il est déjà décidé que dans le pays, le président doit partir. Et j'arrive donc au point suivant. Donc, alors, quelle est donc la méthode qui va être utilisée pour déstabiliser le Congo? Donc j'ai analysé l'offensive militaire de l'armée patriotique rwandaise de 1990 à 1994 à partir des cartes d'état-major, qui sont des sources précises, le renseignement militaire belge, la CIA, la direction de renseignement militaire français, le renseignement militaire rwandais et la MINUA. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai des tonnes de documents concernant toutes ces sources-là. Donc, ce que je dis ici, je peux vous mettre une source à chaque ligne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne m'attaque jamais sur le fond du travail, on m'attaque toujours pour dire qu'il est négationniste, il est anti-machin. Moi je ne mange pas de ce plat-là. Ensuite, donc, on va donc arriver progressivement sur ce qui est les cartes. Alors ça c'est la carte de M. Antirens, qui était le coopérant militaire belge, l'attaché militaire belge au Rwanda depuis 1990 jusqu'à 1994. Donc il a suivi effectivement les opérations. Et vous allez voir que le Rwanda attaque vers le haut dès 1990, donc venant d'Ouganda, pour occuper le Rwanda. Parce que pour comprendre comment votre pays va être dans la situation actuelle, ce n'est pas ici que j'ai cherché à comprendre, c'est à partir du Rwanda. Et vous allez vite comprendre comment ça se passe. Deuxième carte, évidemment, donc c'est monsieur le lieutenant-colonel Antirens. Donc ça c'est une carte qui est tirée de l'état-major belge, donc ils ont ces éléments.
vous voyez que les attaques viennent de l'Ouganda vers le Congo, vers le Rwanda. L'autre carte, allez-y. Alors, c'est toujours la même carte qui permet de montrer entre 1990, ça c'est la carte de février, le 21 février 1993, qui montre la progression de l'armée patriotique rwandaise qui menace d'aller vers Kigali pour prendre la capitale. Donc évidemment, c'est là où le Zaïre a été intervenu avec l'aide de la France pour éviter effectivement que le pays soit déstabilisé. L'autre, la carte suivante. Alors, ça c'est la carte de renseignement des services de renseignement militaire rwandais qui montre effectivement comment le FPR commence à prendre la zone à partir du nord, à contrôler le pays à partir du nord. Et ça en 1993, 1988, pour qu'on puisse avoir le temps. Alors ça c'est très intéressant parce qu'entre 1990 et avril 1994, ça c'est une carte qui récapitule non seulement ce que nous avons vu précédemment, mais qui nous montre également, mais très concrètement, quelle est la stratégie militaire que va utiliser Paul Kagame et son armée pour prendre le pays. Écoutez, pourquoi je fais ce travail sur les cartes militaires? Parce que on n'est pas là en train de faire de la spéculation. Pour les militaires qui sont dans la salle, ils savent très bien que généralement, l'action militaire est le résultat d'une recommandation politique. C'est-à-dire que si vous avez le décryptage et le déchiffrage de l'action militaire, vous comprenez quels sont les objectifs politiques qui sont poursuivis. Et alors là, comment le FPR attaque le Rwanda en 1994? Vous aurez vu que depuis 1990, ils attaquent par le nord, mais là en 1994, c'est-à-dire au mois d'avril, ils passent par le côté est et ils commencent à prendre le pays dans ce sens et ils vont commencer donc. Et donc la pression des populations se fait comme ça et comme ça. La suite, la carte. Alors, là c'est les cartes de la CIA. Vous voyez donc que les cartes de la CIA vous donnent exactement la même configuration que les cartes de l'état-major belge, que les cartes du renseignement rwandais. Et effectivement, considère que le FPR attaque comme ça. Vous voyez la dernière carte, eh bien, ils viennent aussi de ce côté-là pour attaquer les populations et les choses vont continuer dans cette direction. Alors, nous sommes toujours dans le cadre du renseignement rwandais, c'est l'occupation territoriale du pays, et vous voyez qu'ils commencent à encercler les populations comme ça pour les envoyer sur la suite de la carte. Bon, évidemment, là, nous sommes, donc le pays commence à être contrôlé évidemment par le Rwanda. Donc, vous voyez tout ça, ce sont l'armée patriotique rwandaise qui commence à prendre ce territoire, et les populations sont en train d'être poussées de l'autre côté. La suite de la carte. Bon, c'est toujours le même phénomène. Vous commencez à avoir des détails ici. Alors le gouvernement qui était à Kigali, de Hutu, fuit, maintenant va se retrouver, il va continuer vers la route vers Gisenyi, il se met d'abord là et puis va aller sur Gisenyi. On a la suite. Alors, au moment de l'opération turquoise, voilà quelle est la situation. Comme vous le savez bien, le commandement militaire de la force turquoise est venu à se baser à Goma. Mais pourquoi Goma? Et là, je tords un peu le cou ici toutes les accusations qui ont été portées contre la France sur la bande de sites tenus. Je peux documenter solidement tout cela, et d'ailleurs personne ne m'a caché sur cet aspect des choses, en dehors de dire que M. Nana soutient la France. Non, faites la science. Si la France a tort, je dirais qu'elle a tort et je démontrerai s'ils ont raison, je démontrerai qu'elle a raison. Bon, alors, pourquoi la France vient là? Eh bien, vous savez qu'en 1993-1994, au moment où se tiennent ces événements, il y a au niveau de la France un président socialiste et un premier ministre de droite. Les deux ne sont pas d'accord sur la façon de piloter le dossier. Et pour le premier ministre Balladur, il faut installer les troupes à Goma, parce qu'à Goma, il n'y aura pas de risque de tension militaire entre le FPR et les troupes françaises, la force multinationale. Problème peut-être de naïveté ou peut-être de méconnaissance des enjeux au plus haut niveau. Ça peut paraître étrange, mais ça arrive que les hommes politiques au plus haut niveau ne maîtrisent pas vraiment les enjeux. C'est récurrent, j'ai remarqué ça. Et ils sont très compétents peut-être dans les dossiers qu'ils traitent au quotidien, mais quand ça devient complexe et qu'il faut faire appel à des expertises
un peu difficiles, ils sont parfois limités. Et c'est pour cela que je recommande aux politiques de souvent recourir aux scientifiques qui ont le temps de faire le travail de recherche pour leur apporter des Alors, donc, voilà comment il va commettre la première erreur ici, une erreur fatale que la France va commettre ici, c'est d'installer les gens là. Mais ils ne savent pas que tout ce qui a constitué ces attaques militaires